Dans l'actualité de ce vendredi, cette question, qui est responsable des effondrements des infrastructures scolaires au Burkina avec leur lot de malheurs? Eh bien, le gouvernement s'explique sur la question et parle de laxisme, de corruption et de complicité, tout en mettant dans la balance la responsabilité des mairies, ONG et autres associations. Le Hajj 2021 ne sera pas possible pour les fidèles musulmans hors du territoire saoudien. Au Burkina Faso, le souci est maintenant au niveau de ceux qui ont déjà payé pour le voyage. Le gouvernement met sur la table plusieurs options. Et puis, opération de sécurité et d'hygiène alimentaire de la police municipale dans la ville de Ouagadougou ce 18 juin. Des milliers de bouteilles de boissons impropres à la consommation ont été saisies dans plusieurs débits de boissons. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. On parle au bas mot de plus de 100 bâtiments de classes ou autres infrastructures scolaires endommagés par les intempéries depuis le mois d'avril. Le phénomène fait réagir le gouvernement qui essaye de situer les responsabilités. Les conseils municipaux, les ONG, les associations sont notamment pointés du doigt. Voici les explications d'Abdourazak Traoré. La situation est suffisamment grave et l'exécutif le sait bien. Alors, ce sont deux ministres qui viennent éclairer l'opinion burkinabé. Entre avril et juin 2021, 110 infrastructures scolaires ont été endommagées par les intempéries. Le cas le plus dramatique, c'est celui de Dandé dans le Houé, où un élève a été tué et une vingtaine de blessés. Face aux journalistes, le professeur Stanislas Ouarou apporte des éléments de réponse qui peuvent être à l'origine de ces dégradations récurrentes. Si le ministre met en avant l'amateurisme des entreprises en charge des travaux, des manquements dans le contrôle et la supervision, il insiste également sur des pratiques aux antipodes de la bonne gouvernance. Et je pèse mes mots, il y a soit de la complicité ou de la corruption. Ça, je pèse mes mots. Maintenant, je ne peux pas le prouver, mais je considère que si vous êtes une structure qui a été recrutée pour cela, parce qu'on a vu, par exemple, dans la commune de Dassa, pour le CG de Do, ça a été donc, la réalisation se faisait sur ressources que nous avons transférées à la commune. Et pendant que le bâtiment se construisait, une pluie, et tout s'est effondré. Et même heureusement, parce que si le bâtiment était achevé et que cela s'était passé, bon, on a vu ce qui s'est passé à Dandé, etc. Donc, il y a le laxisme, il y a la corruption, certainement, il y a la complicité, parce que moi, il m'est revenu effectivement que certaines entreprises de construction disposent aussi de structures de contrôle. Naturellement, ce n'est pas sous les mêmes noms et ça n'appartient pas physiquement sur les papiers à la même personne, mais apparemment, c'est pour les mêmes personnes. Imaginez qu'une structure de contrôle et l'entreprise soit pour la même personne, sans qu'on ne le sache, parce qu'ils ne vont pas naturellement le mettre sous le même nom et qu'ils se retrouvent sur un même chantier. Donc, si les personnes n'ont pas le sens vraiment de la responsabilité, ça peut aussi poser des problèmes. Autre motif qui peut expliquer la mauvaise exécution des chantiers, c'est bien le versement des pots de vin à des acteurs de la chaîne de commande publique. Sur la question, le ministre se veut intraitable. Donc, clientélisme ou pas, corruption ou pas, si quelqu'un a pris son marché et puis s'est baladé dans tous les ministères pour donner de l'argent à des gens, ça c'est son problème. Si ça s'est dégradé, c'est sa responsabilité, il va réparer. Quand une maison s'écoule alors qu'elle n'a même pas 10 ans, eh bien, au regard de la loi, la responsabilité est claire. Il n'y a pas lieu à se retourner vers le MENA, vers le ministère en charge de l'habitat, etc. Mais c'est l'entrepreneur, a priori, qui est responsable. Des 110 infrastructures dégradées recensées, 65% ont une durée de vie de moins de 20 ans. 22%, soit 24 écoles, ont été endommagées sous le pouvoir MPP allié. 32 infrastructures sont construites par les associations et les ONG, 29 par les mairies et leurs maîtrises d'ouvrage, 39 ont été réalisées grâce aux soins de MENA-PLN lui-même. Les investigations se poursuivent, les responsabilités seront situées, des sanctions vont tomber avant que l'État
ne procède à la réhabilitation de certaines infrastructures scolaires, soutient le patron de l'éducation nationale. Au-delà du domaine de l'école, l'État veut désormais voir clair partout en matière de construction. Le département de Maître Sankara veut être en amont et en aval de tout projet de construction au Burkina Faso. Depuis quelques jours, les candidats au pèlerinage à la Mecque se sont fait une raison. Pas de Hajj cette année pour les fidèles musulmans hors du territoire saoudien. Mais question, que faut-il faire pour ceux et celles qui ont déjà engagé des frais dans le processus? Se faire rembourser ou alors reporter à l'année prochaine? Quelles sont les options possibles? Voici les réponses du gouvernement John William Somda. À l'instar des fidèles musulmans du reste du monde, ceux du Burkina Faso s'étaient préparés à prendre part au Hajj 2021. Du reste, le gouvernement burkinabé avait lancé le 2 juin dernier la campagne de vaccination contre la COVID-19 en privilégiant entre autres les candidats au Hajj. Contre toute attente et pour empêcher la propagation de la COVID-19 sur son sol, l'Arabie saoudite a pris la décision de limiter le Hajj aux citoyens saoudiens et aux résidents étrangers. Pour les fidèles musulmans burkinabés, cela fait la deuxième fois qu'ils se retrouvent bloqués chez eux, non autorisés à satisfaire au 5e pilier de l'islam. Quand on sait que depuis 2020, certains avaient déjà réglé la totalité des frais inhérents à leur participation au Hajj, le ministre en charge du culte Clément Ouedraogo invite les agences et les clients à trouver le juste milieu. Et pour celui qui a cotisé, question, est-ce qu'il reprend son argent? Est-ce qu'il fait confiance à l'agence pour garder son argent jusqu'à pouvoir accomplir le rite? Mais en tout état de cause, que ce soit en 2020 ou en 2021, le pèlerin qui a payé son argent à l'agence conserve son droit de pouvoir effectuer son pèlerinage ou alors d'être remboursé par l'agence. Si les fidèles musulmans peuvent éprouver de la déception, les agences ne sont pas en reste. Certaines devront trouver les moyens de tenir le coup une année de plus, non sans devoir faire face à des charges de fonctionnement de plus en plus croissantes. Dans ce cas, l'État burkinabé leur viendra-t-il en soutien, comme cela avait été souhaité il y a un an? Vous avez vu, dans le cas du Covid, on a aidé beaucoup de maisons qui ne pouvaient plus mener leurs activités. Donc, c'est une question sur laquelle je ne peux pas vous donner une réponse précise aujourd'hui, mais je vais la reprendre à mon compte pour qu'au niveau du gouvernement, il y ait des échanges sur la question. Du côté des fidèles musulmans, on accuse le coup, on s'y plie et on ne rompt pas. La décision saoudienne étant liée à la COVID-19, mais aussi et surtout à la volonté de Dieu selon le président de la FAIB. C'est pas facile pour ceux qui voulaient aller. Vous-même, vous savez que le pèlerinage, ça est sur les 5 piliers de l'islam. Et vous allez voir parmi ceux qui partent, il y a des personnes âgées même de 70 ou plus même d'années qui partent faire. Et il y a des gens qui cotisent leur argent pendant 20 ans, 30 ans. Et si tu cotises ton argent pendant 20, 30 ans et on dise qu'il n'y aura pas de Hajj, vraiment c'est déplorable. Mais bon, on va mettre ça sur le mur d'Allah et on va prier. L'autre réflexion que implique l'annulation du Hajj 2021 est celle des agréments des agences de voyage. Selon le ministre de l'administration territoriale, ils expiraient tous au terme de l'année 2021. Ainsi, le gouvernement verra de concert avec ces agences la possibilité de leur permettre d'organiser l'édition 2022 ou de postuler pour de nouveaux agréments. Dans un tout autre registre, quand le gouvernement décide d'établir des cartes nationales d'identité pour les personnes déplacées internes qui ont tout perdu et tous leurs papiers dans leur fuite, eh bien cela donne le projet Une personne déplacée interne, une CNIB. Avant de lancer l'opération dans le Soum où environ 200 personnes sont concernées, l'ONI et les autorités administratives de la province se sont rencontrées ce matin pour une réunion de concertation. Luc Pabelgam. L'opération Une personne déplacée interne, un document d'état civil et une carte nationale d'identité burkinabé dans la province du Soum. Le projet est en gestation à l'ONI, l'Office national d'identification. Une personne déplacée interne, une carte nationale d'identité burkinabé parce que plus de 200 000 personnes sont sans abri dans la province du Soum depuis l'avènement du terrorisme et de surcroît sans document d'identité.
La rencontre de l'ONI avec les autorités provinciales du Soum répond à ce souci de rétablir ces personnes dans leurs droits. Il se trouve que ces personnes sont privées de ces droits, j'allais dire élémentaires, du fait justement de la non-possession de ces documents. Et fort justement, à l'issue d'une rencontre qui a été tenue à Kongoussi et qui a regroupé l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de délivrance des documents d'état civil, une suggestion forte avait été faite de réfléchir davantage sur un mode opératoire permettant non seulement de délivrer des documents d'état civil fiables et aussi des documents d'identité à ces déplacés internes. Nous tenons cette rencontre de concertation ce matin sur un projet que nous avons initié ensemble, à savoir une CNIB pour une personne déplacée interne. Les populations qui ont dû fuir leur hameau de culture, villages et familles pour se retrouver à Djibo sont de Pobé Mengao, de Baraboulé, de Djigel, de Nassumbu, de Koutougou, de Arbinda, de Tongomaël et de Kelbo. Ce sont les autorités provinciales qui apprécient en premier ce projet en cours. Vraiment, nous avons des problèmes avec les déplacés internes qui ont tout perdu, alors qu'ils sont souvent mobiles et les contrôles un peu difficiles, quoi. Et par rapport à la difficulté d'avoir les documents, ils ont tout perdu. Ils ont fui, il y a des gens qui ont fui, d'autres on a déchiré leurs choses et les termites ont rongé. Donc on se retrouve sans pièces aucune. Il y a des personnes déplacées internes qui ne possèdent pas des actes de naissance, qui ne possèdent pas des cartes nationales d'identité burkinabé. Ça fait que leur mouvement est très difficile. Mais si on arrive à mettre en œuvre ce projet, ça va permettre à ces personnes de procurer de l'ensemble de ces documents. L'Office national d'identification est à pied d'œuvre afin que les personnes déplacées internes du Soum n'aient plus une souffrance supplémentaire. Si en plus de perdre leurs proches, leurs biens et leurs villages, elles doivent aussi perdre leurs identités, elles en seraient plus que désorientées, se dit-il. Venons-en maintenant à cette descente de la police municipale dans plusieurs débits de boissons de la commune de Ouagadougou ce 18 juin. Une opération de sécurité et d'hygiène alimentaire qui a permis de saisir des milliers de bouteilles de boissons frélatées. Alexis Belem-Naba. Plus de 5000 bouteilles de liqueur et de canettes impropres à la consommation, d'une valeur estimée à environ 6 millions de francs CFA saisis. C'est le bilan de l'opération de sécurité et d'hygiène alimentaire effectuée par la police municipale de Ouagadougou ce 18 juin. Une opération qui a concerné tous les 12 arrondissements de la ville. Elle entre dans le cadre de la lutte contre la production, la commercialisation et la détention des liqueurs et autres boissons spiritueuses frélatées dans la ville, conformément au texte en la matière. Alors, cette opération s'inscrit bien sûr dans les missions traditionnelles de la police municipale, qui est la sécurité des citoyens et veiller à leur hygiène alimentaire. Alors, il faut savoir aussi que nous avons un arrêté interministériel, qui est l'arrêté 2019-345, l'arrêté qui a été pris par le ministère du Commerce, bien sûr, qui interdit la production, la commercialisation et bien sûr la détention de ces boissons-là. Donc, c'est pour faire appliquer cette mesure-là et bien sûr assainir ce que le citoyen consomme, que nous sommes sortis pour cette opération. Cette opération qui vise également à contrôler les conditions de commercialisation des boissons, retirer les marchés des produits concernés et constater toutes les infractions faites des mécontents au sein des commerçants. Ça fait pratiquement 20 ans que je vends ces produits. Et ce n'est pas ici seulement que j'ai commencé. Je n'ai pas de papier qui me l'autorise, certes, mais je n'ai jamais connu de soucis. Que voulez-vous que je fasse? J'ai près de 20 personnes sous ma coupe. Moi, je vous dis que mon produit n'est pas frélaté. Je n'ai jamais... puisque c'est comme tout ce que moi je vends, ça est dans les alimentations, dans les grands magasins, dans tout. Et vous voyez, ce n'est pas de frélaté. Mais vous avez des papiers qui prouvent que vous... Oui, c'est que je n'ai pas les papiers en main ici pour approuver. C'est ça. Toutes ces boissons saisies seront détruites. Il y a 3 semaines de cela, le maire de la ville de Ouagadougou a adressé plus de 200 notifications aux tenanciers des débits de boissons installés autour des écoles avec une mise en demeure de 10 jours, chose qui est tombée dans une sourde oreille. Une autre opération de saisie est donc prévue dans les prochains jours.
Environ 3 millions d'enfants vont recevoir des doses de vitamine A+, pendant un mois à compter de ce 18 juin, date à laquelle a été lancée la campagne nationale des journées vitamine A+. L'initiative rentre dans le cadre de la lutte contre la vitaminose, c'est-à-dire le manque de vitamines dans l'organisme. Chez les enfants de 0 à 5 ans, elle provoque des maladies telles que le kwashiorkor ou encore le biribiri. Compte rendu, Justin Monto. Dépistage de la malnutrition. Administration d'une dose de la vitamine A ce 18 juin dans le quartier Signonguin. Ces actions effectuées par le ministre de la Santé Charlemagne Ouedraogo marquent le lancement de la campagne nationale de la journée vitamine A+. Une journée de lutte contre la vitaminose qui concerne les enfants de 0 à 5 ans. Cette initiative participe de la lutte contre la mortalité parmi cette tranche d'âge de 0 à 5 ans. La vitamine A permet de stimuler l'immunité chez les enfants, ce qui va favoriser la vaccination. Et il était donc important que nous puissions donner un signal fort pour que cette campagne puisse toucher environ 3 400 000 enfants et dont environ 3 millions recevront en plus le déparasitage pour que la vitamine A puisse rentrer dans un organisme débarrassé de parasites afin que l'enfant puisse grandir normalement et être à l'abri des maladies. L'initiative est soutenue par les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé, dont l'UNICEF. Je voudrais aussi assurer, en tant que l'UNICEF, mais en travaillant avec les partenaires techniques et financiers, de continuer à appuyer le gouvernement à avoir une réponse pérennisable. Aujourd'hui, on a une campagne qui commence au niveau urbain pendant 4 jours, mais au niveau rural pendant 1 mois. Aujourd'hui, le ministre a lancé une campagne pour pouvoir atteindre 3 éléments qui sont essentiels pour la survie de l'enfant. C'est la campagne de vitamine A, c'est le déparasitage, mais c'est aussi s'assurer du dépistage des enfants manœuvrés. Le dépistage de la malnutrition et le déparasitage des enfants de 12 à 59 mois va s'effectuer du 18 juin au 17 juillet sur le plan national. Avant l'administration des doses de vitamine A aux enfants du quartier Signonguin, le ministre a assisté à la présentation du centre médical urbain du secteur 16, district sanitaire de Signonguin. Des vitamines, on passe aux antibiotiques dont la prescription de plus en plus présomptive cause des difficultés majeures en termes sanitaires, notamment l'accélération de la résistance aux antimicrobiens. Le sujet était au centre d'un atelier organisé par l'IRSS. Dionoulia Somda nous en dit plus. Si les antibiotiques ont révolutionné la médecine au XXe siècle, leur prescription menace leur efficacité dans le traitement de certaines infections dans les pays à ressources limitées et qui ne disposent pas d'outils de diagnostic appropriés. C'est dans ce contexte que 2 projets de recherche ont été initiés par l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRSS, le projet FINE-AMR et le projet IMANIC. Entre l'amélioration de la prise en charge des infections fébriles et la réduction des prescriptions inappropriées, ces projets visent à renforcer l'efficacité des antibiotiques. Un atelier a été du reste tenu à cet effet et placé sous le thème « Analyse des pratiques de prescription présomptive d'antibiotiques dans un contexte d'accélération de la résistance aux antimicrobiens ». Le défi majeur de nos pays, c'est le défi du diagnostic. En général, lorsque les patients arrivent dans les centres de santé, il est systématiquement prescrit un antibiotique et un antipaludique parce qu'on ne veut pas passer à côté d'une infection bactérienne ou un paludisme. Alors cela amène à des surprescriptions et les inconvénients à long terme, c'est la résistance. Et je pense que le prochain défi de l'humanité, après avoir résolu le problème du paludisme, si on y arrive, ça sera la résistance aux antibiotiques. Et c'est pourquoi nous avons initié ces 2 projets, pour rationaliser la prescription des antibiotiques. Pour l'un ou l'autre, ces projets visent à décrire les pratiques actuelles et évaluer l'impact d'un paquet d'interventions comportant les outils de diagnostic existants. Présent à cet atelier, le ministre en charge de la recherche scientifique n'a pas manqué de saluer les travaux entrepris par les chercheurs de l'IRSS. La prise en charge des maladies, quelquefois, les schémas thérapeutiques que nous avons peuvent se révéler inefficaces ou peuvent déboucher donc sur des conséquences désastreuses
Mais surtout dans ce cas-là, il est question donc, de la problématique de la résistance aux antimicrobiens. Donc les chercheurs de l'IRSS qui sont à Nanoro organisent cet atelier-là pour avoir un cadre d'échange entre les chercheurs et les praticiens afin de permettre effectivement de voir du point de vue scientifique les problèmes qui se posent par rapport à cette question de la résistance. Alors on dira que nous parlons évidemment de questions de santé, on parle de maladie, mais quand vous regardez que tout est imbriqué, par-delà la question de la maladie, de la santé publique, c'est une question hautement sociale et hautement économique. Si le projet FIND-AMR se déroule simultanément dans 6 pays, le projet Imanic se déroule uniquement au Burkina Faso. De plus, ces 2 projets seront mis en œuvre dans le district sanitaire de Nanoro. Quand l'éducation et la sécurité font ménage, cela pose la sempiternelle question des enfants talibés. L'importance de leur insertion dans le système scolaire a fait l'objet d'un dialogue inclusif au cours d'un forum national sur le sujet. L'initiative devrait déboucher sur la prévention du radicalisme religieux. Les explications avec Abdourazak Traoré. Ils sont communément appelés des enfants talibés. Au Burkina Faso, pour les distinguer clairement, sachez qu'ils viennent des foyers coraniques. Selon les derniers chiffres qui datent de 2013, il existe plus de 7500 foyers au Burkina Faso. Ces foyers coraniques dispersés un peu partout au pays totalisent 140 000 apprenants. Mais l'élément fondamental qui est partagé par eux tous, c'est que c'est la précarité de leurs conditions donc, de vie et d'apprentissage. Et ces foyers coraniques aujourd'hui, qui datent de certains d'avant même la colonisation, on va dire l'école coloniale, qui continuent à subsister jusqu'à aujourd'hui. Sinon, finalement, il y en a qui se créent de jour en jour. On se rend compte qu'ils évoluent en parallèle du système d'éducation formelle. Et c'est justement là que le bas blesse. Plus de 140 000 enfants exclus du système éducatif burkinabé. Il y a péril en la demeure. Et dans la communication, vous avez vu qu'il y a 4 systèmes. Ils ne sont pas dans le formel, dans le non formel, dans l'éducation informelle et dans l'éducation spécialisée. Pourtant, ce sont des enfants burkinabés. Où on les classe, ça veut dire que ces enfants sont ignorés. Et il y a plus de 100 000 enfants dans cette situation. Et au niveau des maîtres coraniques, il y a plus de 7 000 maîtres coraniques. Donc c'est un pan de l'éducation qui est vraiment totalement oublié. Il est bon qu'on les prenne en compte parce qu'en 2000, on n'a pas réussi. En 2015, pour les EMD, les objectifs millénaires pour le développement, on n'a pas pu éduquer tout le monde. Pour 2030, il est bon que quand même on réfléchisse à tous ces groupes qui sont oubliés et de penser qu'est-ce qu'on peut bien faire pour les prendre en compte dans notre système d'éducation national. Leur prise en charge devient alors une nécessité, d'où la pertinence de ce forum national sur le dialogue inclusif sur l'importance de l'insertion des enfants talibés dans le système scolaire et les dangers du radicalisme religieux. Un radicalisme religieux parce que des thèses sont véhiculées tendant à dire que ces enfants sont recrutés par des groupes terroristes d'une part et d'autre part ces enfants talibés sont pris à partie par les groupes terroristes eux-mêmes qui les accusent de pratiquer un islam innové. Ils sont donc pris entre deux feux selon des participants de ce forum. Des échanges qui ont abouti à des recommandations. Elles devraient être enrichies grâce à un comité de réflexion qui sera mis en place à l'issue. Sensibilisation des acteurs, plaidoyer à l'endroit du gouvernement seront entre autres ces activités. Un forum dans le cadre d'un projet soutenu par Diaconia et un consortium de partenaires. Il est mis en œuvre par le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base. Et maintenant, ces chiffres. 71 espaces verts de plus de 29 hectares, 10 bas-fonds de plus de 78 hectares aménagés, des forages aussi et des périmètres maraîchers. Ce sont entre autres les réalisations du programme d'investissement forestier au Burkina Faso. Un projet qui a été lancé en 2014 et a connu un succès grâce à l'appui des partenaires tels que l'Union européenne, la Banque africaine de développement et le Fonds de partenariat pour le carbone forestier. Le ministre en charge de l'environnement était en visite sur le terrain. Il a affiché sa satisfaction, comme nous le montre Alexis Belemnaba.
plus de 30 milliards de francs CFA investis par la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et le Fonds de partenariat pour le carbone forestier dans 2 projets pilotes du programme d'investissement forestier au Burkina Faso, le projet de gestion RED+, et le projet de gestion décentralisée des forêts et des espaces boisés. Lancés en 2014, ces projets ont permis la réalisation de 71 espaces de conservation de plus de 29 000 hectares, plus de 600 000 plants mis en terre, 10 bas-fonds de plus de 78 hectares aménagés, des forages et des périmètres margés aménagés au profit des populations bénéficiaires. L'objectif de ces projets est de réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation, de promouvoir la gestion durable des forêts et de lutter contre la pauvreté. Pour nous, cela va au-delà de la préservation de l'environnement. C'est vrai, c'est un signal fort, un exemple en termes d'engagement pour la sauvegarde de nos ressources naturelles. Et ça nous sert également de cadre d'apprentissage. Et à partir de là, les élèves vont plus loin parce qu'ils vont rechercher les utilités. Et ça, c'est à leur profit. Et également, c'est pour révéler l'importance, effectivement, donc, de ces ressources naturelles. Donc, du coup, ça va donc amener ces élèves à songer, à protéger et à utiliser rationnellement donc, les ressources que la nature nous procure. Le ministre en charge de l'environnement affiche une grande satisfaction. Ces projets ont permis non seulement l'immatriculation des forêts, mais aussi l'implication des femmes dans la production des produits maraîchers et l'exploitation des produits forestiers non ligneux. Nous pensons ici que cela nous interpelle. Nos forêts sont en train de disparaître si on ne fait pas attention. Donc ces projets permettent d'abord non seulement de les immatriculer, mais deuxièmement de travailler avec les populations riveraines, les collectivités, à la sauvegarde donc, de ces forêts, et en travaillant à ce qu'il y ait une certaine résilience. Et il y a un aspect genre ici, parce que beaucoup de projets concernent les femmes organisées, que ce soit les activités de beurre de qualité, que ce soit les activités de maraîchage, que ce soit les activités d'exploitation des produits forestiers non liés, et bien d'autres aspects. Pour le coordonnateur des projets, la réussite de l'initiative est à mettre au compte de l'engagement de tous les acteurs qui se sont impliqués pour la cause de la nature. Aujourd'hui, tout cet accompagnement a permis donc d'avoir les résultats que nous avons présentés. Et je peux dire également que les efforts de la mise en œuvre de ce projet sur une base participative ont permis de dire qu'aujourd'hui, les résultats qui sont atteints pourront être en tout cas pérennisés pour, donc, au bénéfice donc, des populations. Parce que c'est elles qui ont contribué donc, au choix des investissements. Le représentant de la Banque mondiale affiche également une satisfaction pour la réussite de ces 2 projets et promet d'élargir le cercle des bénéficiaires. Nous constatons que ce projet a donné de très bons résultats et nous sommes dans une phase préparatoire pour la mise en échelle et pour mettre en échelle cette expérience de 32 communes à 90 communes dans le pays. 32 communes de 5 régions, notamment les régions de l'Est, du centre-ouest, de la boucle du Mouhoun, du sud-ouest et du centre-sud ont bénéficié de l'investissement des 2 principaux projets pilotes. Et nous entamons la dernière ligne droite de ce journal. Actualité internationale, retour sur la folle journée d'hier en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est bel et bien arrivé à Abidjan ce 17 juin, une date qui était très attendue par ses partisans, mais redoutée par une partie de la classe politique et de la population ivoirienne. Les pro-Gbagbo, comme on les appelle, ont littéralement envahi les rues d'Abidjan, notamment le long du cortège et dispersés parfois par la police qui les a empêchés souvent d'avoir accès à l'aéroport. Des courses-poursuites ont eu lieu. On a vu aussi des blessés. C'est finalement au QG du FPI que le leader et une foule immense ont communié le tout dans une ambiance surchauffée. Le film de cette journée de toutes les appréhensions dans un récit de Roméo Koeta. L'attente fut longue. Après 10 années d'un combat judiciaire aux multiples rebondissements à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo revient en Éburnie. C'est une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui s'écrit. Les partisans se sont mobilisés tôt le matin ce jeudi 17 juin aux alentours de l'aéroport. Les forces de l'ordre qui veulent éviter tout débordement bandent les muscles. C'est le face-à-face. Les premiers gaz lacrymogènes partent.
À l'intérieur de l'aéroport, sous les tentes du pavillon présidentiel, mis à la disposition par le gouvernement ivoirien pour l'accueil, des cadres du FPI patientent. Afine Guesson, l'ex-premier ministre de Laurent Gbagbo, Marie-Odette Lorugnon et Sébastien Danon-Djedje, tous des cadres du parti. Peu avant 16h30, le vol commercial en provenance de Bruxelles se pose sur la piste d'atterrissage. Celui qui aura passé une décennie à la CPI se présente à ses camarades. La foule est en liesse. Ceux qui s'attendaient à un bain de foule doivent déchanter. Après un tour d'honneur, le cortège sort de l'aéroport. Direction le QG de campagne à Cocody. Sur la route, des milliers de supporters massés le long du boulevard Valéry jusqu'à Destin. Certains accompagnent le cortège. 18h, le fondateur du Front populaire ivoirien est face aux cadres et aux élus du parti. Laurent Gbagbo honore ceux qui ont maintenu la flamme militante pendant son absence. Le bain de foule aura lieu à la fin. Du haut du balcon de cet immeuble, l'ancien président communie avec ses partisans. Vous le savez, en Côte d'Ivoire résident des millions de Burkinabés. Je vous propose d'écouter maintenant la réaction de quelques-uns d'entre eux. Ce retour est un ouf de soulagement pour toute la communauté ivoirienne ainsi que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que nul n'ignore que son départ pour ce pays, suite à ce que nous avons su, nous avons vécu, a laissé certaines plaies, certaines cicatrices. Et s'il est revenu, je pense que déjà c'est un grand pas pour la recherche de la paix, la réconciliation. Et c'est une bonne chose, quitte à nous maintenant d'observer la suite. Et à notre niveau, on souhaite que de chaque côté, chacun essaie de mettre un peu d'eau dans le vin pour qu'ensemble, le vivre ensemble, tant prôné par Feu Félix Koulibaly, soit une réalité. Pour que les trois puissent se retrouver un jour ensemble, lancer un grand message d'union, de pardon et de vivre ensemble. La liberté est quelque chose de très important pour un être humain et on ne peut que, à ce titre-là, saluer le fait que le président Gbagbo ait retrouvé cette liberté et qu'il soit revenu dans son pays. C'est le lieu également de saluer toutes les dispositions qui ont été prises par les autorités de ce pays, que nous avons pu constater, n'est-ce pas, on a regardé à la télé et nous avons écouté de part et d'autre les interventions. La paix est le fondement de toutes nos activités. Et nous sommes en prière. Et nous resterons en prière pour que cette paix soit renforcée avec le retour du président Gbagbo. C'est un souhait, c'est en même temps accompagné par nos prières. Nous avons besoin de la paix en Afrique. Nous avons besoin de la paix en Afrique de l'Ouest. Et je dirais singulièrement pour ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, qui est une locomotive en Afrique de l'Ouest. Nous pouvons souhaiter que cette locomotive-là ait la paix. Nous devons remercier d'abord le président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, pour avoir permis en tout cas le retour d'une icône de la Côte d'Ivoire auprès des siens. Et à côté de cela, en tant que communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, je dirais que c'est un soulagement dans le socle social, dans le socle de la fraternité, dans le socle aussi de la paix en Côte d'Ivoire, parce qu'un pas a été franchi. J'ai dit un pas a été franchi, nous pouvons la fêter parce que le président Gbagbo nous revient tout vivant, heureux. Mais à côté de cela, il est dans la capacité du président Laurent Gbagbo d'asseoir en tout cas cette logique tant entendue par le peuple ivoirien qui est la réconciliation à travers ses fils. Et c'est de cela que nous attendons du président Laurent Gbagbo. C'est une fête en harmonie chez nous
et aussi sur le peuple ivoirien, parce que la paix se dessine, parce que le socle, tous les socles sont réunis pour que nous puissions aller à la vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Bon, pour nous, c'est fort possible que ça apporte la paix parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un homme politique, il a ses militants. Bon, s'il est au milieu de ses militants, peut-être que ça va apporter la paix, la réconciliation en Côte d'Ivoire. Tout d'ailleurs, c'est notre souhait. Pour vivre en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait la paix pour que la diaspora et les Ivoiriens puissent profiter de cette paix. Nous pensons que son arrivée en Côte d'Ivoire peut réellement booster la réconciliation entre les Ivoiriens ainsi que la diaspora burkinabé. Nous, notre souhait, c'est la paix. Nous souhaitons que les Ivoiriens se retrouvent, nous souhaitons qu'il y ait la paix, nous souhaitons que les Ivoiriens se réconcilient pour que tout le monde puisse profiter de cette paix en Côte d'Ivoire. Sur ces mots que s'arrête ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Au revoir.